Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Jean-Jacques Bois, fondateur de Nanolike. Jean-Jacques Bois, bonjour. Bonjour. Alors, votre société Nanolike, vous l'avez créée en 2012. Votre entreprise compte aujourd'hui 12 salariés et vous avez levé déjà 2 millions d'euros. Alors, comme son nom l'indique, Nanolike est un spécialiste des nanotechnologies, et en particulier des nanocapteurs. Mais pour commencer, pour se remémorer un peu le sujet, c'est quoi des nanotechnologies ? Alors, les nanotechnologies, une définition simple serait de dire que c'est l'ensemble des technologies qui utilisent des objets dont au moins une dimension de l'espace fait 1 nanomètre, quelques nanomètres. Et 1 nanomètre, c'est quoi? C'est 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et à quoi servent ces nanomatériaux, ces nanotechnologies? Alors, les nanotechnologies ont des applications très diverses, que ce soit dans la cosmétique avec les crèmes de beauté, que ce soit dans le cryptage d'ordinateurs quantiques. Et en même temps, ces nanoparticules-là, ces objets nanométriques ont des propriétés qui sont dues à ce qu'on appelle la mécanique quantique, c'est-à-dire au fait que les lois de la physique à cette échelle sont complètement différentes de celles que l'on connaît. Et ces nouvelles propriétés-là, si on peut citer par exemple des propriétés super hydrophobes, comme un petit peu la fleur de lotus, où vous viendriez, imaginez-vous recouvrir votre costume de nanoparticules super hydrophobes, vous pouvez aller dehors, il pleut. Avec un imperméable. Exactement, vous partez avec un imperméable, vous revenez, vous avez beau avoir traversé une tempête, vous êtes sec comme c'est pas permis. Et donc d'autres qualités supraconductrices? On peut avoir des nanoparticules supraconductrices qui ont l'avantage de faire passer le courant électrique sans aucune perte d'énergie, sans aucune perte non plus de thermique, ni d'échauffement. On peut avoir par exemple des nanoparticules qui vont avoir des effets super adhésifs, un petit peu comme les pattes de gecko ou tout simplement les moules qui sont cette espèce de lézard là, qui est capable de s'accrocher sur n'importe quel mur, même très lisse. Exactement, parce qu'à l'échelle de ses doigts, il a des motifs qui sont nanométriques et qui font qu'en fait, ils ont des propriétés d'adhésion qu'on ne retrouve avec aucun matériau à l'échelle macro. Et quels sont les enjeux économiques alors de ces nanotechnologies? Alors, les enjeux économiques sont très forts sur les nanotechnologies, parce que ce sont des marchés qui sont en croissance à plus de 10% par an depuis une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, toutes les industries se lancent dans ce domaine pour exploiter ces nouvelles propriétés. Et si on regarde juste au niveau macro, on a eu en 2012 un volume d'activité estimé autour de 20 milliards de dollars sur les objets nanométriques vendus en tant que tels. Et derrière, les prévisions pour 2020, on va être sur des objets, sur des volumes autour de 80 milliards. Mais ça fait quand même plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on entend parler des nanotechnologies. Vous nous parlez d'une croissance de 10% et encore un potentiel, mais est-ce qu'on commence à voir s'émousser le potentiel à long terme des nanotechnologies? Aujourd'hui, on est vraiment un peu aux prémices en fait, des nanotechnologies. On a eu une première vague très forte avec l'industrie de la microélectronique, c'est-à-dire l'avènement en fait, des microprocesseurs avec Intel, AMD, ST Microelectronics, qui sont les grands fondeurs internationaux. Ils ont initié la démarche, mais sur une technologie qu'on appelle top-down, c'est-à-dire l'industrie du silicium. On prend du silicium, on vient graver jusqu'à faire des éléments nanométriques. On exploite ces propriétés-là. Aujourd'hui, cette industrie a ses limites, parce que les processeurs, on ne peut pas aller plus faible que la distance qu'on a aujourd'hui d'un transistor. En revanche, les nanotechnologies, c'est aussi une autre approche qui n'est pas celle du top-down, qui est celle inverse qu'on appelle le bottom-up. C'est-à-dire que les nanoparticules dont je vous parlais tout à l'heure, si on les assemble entre elles, on arrive à créer de nouvelles fonctions. Donc on part du petit pour faire plus gros. C'est comme aujourd'hui les imprimantes 3D avec des technologies additives. On arrête d'enlever de la matière, mais on en rajoute, on en est là? Exactement. C'est exactement la fabrication additive, mais à l'échelle nano, qui permet aujourd'hui de dépasser les limites de la microélectronique. Donc aujourd'hui, on rentre un peu dans la deuxième ère de la nanotechnologie, qui n'est aujourd'hui qu'à ses prémices, parce que toutes les technologies en bottom-up qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde, le sont essentiellement soit à l'échelle de labo, soit à l'échelle de start-up comme Nanolike, où nous passons petit à petit l'échelle industrielle. Alors comment se situe la France dans cet environnement-là? Alors, la France est un des pionniers dans le domaine. Je pense qu'on peut dire sans trop de soucis qu'il est dans le trio de tête. En revanche, avec nos amis américains notamment, ce qui nous différencie, c'est que la France est un petit peu le pays du crédit impôt recherche, de la R&D et du développement expérimental. La France manque encore de ce passage à l'échelle industrielle, qu'ont bien mieux réussi les Américains que nous sur le sujet. Donc c'est aujourd'hui, si on compare par exemple là où nos amis russes ou américains, il y a une dizaine d'années, ont lancé des grands plans. La Russie avait investi par exemple plusieurs milliards de dollars dans les nanos en 2007. Nous, il a fallu attendre le plan de nano 2017 pour avoir 600 millions.
Donc aujourd'hui, toutes ces technologies-là qui émergent et qui sortent des labos doivent passer à l'échelle industrielle et ça doit se faire avec le soutien de financement de passage à l'industrie. Donc il y a déjà des soutiens financiers qui sont apportés par la France, qui la situent donc si je comprends bien, dans le trio de tête. Mais est-ce que, je dirais, la logique d'écosystème qui avait été impulsée a eu son impact aussi sur cette discipline? Alors on a eu deux effets justement très positifs qui viennent à la fois d'un phénomène de société et d'un phénomène plutôt d'incitation politique. Le phénomène de société, c'est un peu cette économie de partage, d'échange avec tous les nouveaux réseaux sociaux où les personnes, les nouveaux chercheurs aujourd'hui prennent l'habitude d'aller chercher ailleurs des compétences complémentaires. Donc on décloisonne en fait la recherche aujourd'hui. On a de plus en plus de thématiques sur la nanobiotechnologie, la nanobioinformatique. On arrive à mixer les compétences. Et en parallèle de ça, on a une incitation forte de l'État qui, dans ses financements publics à destination de la recherche et des laboratoires publics, ont aujourd'hui de plus en plus mis des critères qui prennent en compte le fait que les entreprises, les PME soient partenaires et que les projets soient à vocation d'application industrielle. Donc l'idée, c'est dans ces incitations, dans cette dynamique qui est autour des écosystèmes, c'est de favoriser le métissage entre différentes corps de métier, entre différentes corps scientifiques, pour faire émerger des nouveaux usages et des applications industrielles. Et la dynamique, aujourd'hui, est essentiellement là. Exactement. Aujourd'hui, l'innovation ne se fait plus dans des domaines bien segmentés, elle se fait aux interfaces et c'est là que la France est très forte aujourd'hui. Jean-Jacques Bois, fondateur de Nanolike, merci. Merci.